bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous Café Mort, les lundis à 21h. Alors, ce soir, nous allons accueillir une réalisatrice qui est aussi comédienne, mais elle va nous en parler. On va accueillir Malika Zahri, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, merci d'être parmi nous. Merci à qui de m'avoir invité. C'est surtout aux téléspectateurs et spectatrices qui vont apprécier. Malika, alors donc, qui est Malika Zahri? Vous êtes née où? Vous êtes de quelle origine? Vous avez grandi où? Alors, je suis d'origine marocaine, j'ai 45 ans, donc je suis née sur Aubervilliers. J'y ai grandi sur cette commune du 93, donc en Seine-Saint-Denis. J'y ai grandi, j'y ai passé donc mon enfance et ma scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. Je suis restée après un petit peu en Seine-Saint-Denis, puis j'ai changé de département pour aller dans les Hauts-de-Seine pour des raisons professionnelles et puis personnelles et familiales. Voilà. Alors, mais c'est vrai quand même ce département de Seine-Saint-Denis, toujours stigmatisé, a produit quand même beaucoup d'artistes, et d'acteurs, de réalisateurs, de comédiens. Je pense à un qui a joué dans Beurre Blanc Rouge de Mahmoud Zemouri qui est décédé, qu'on salue paix à son âme, et Yasmine, qui était le neveu des Kedadouche. Oui. Il y a les Belles Cabas dans le foot, dans pas mal de secteurs. C'est vrai que la Seine-Saint-Denis, c'est très riche, non? C'est très riche comme département en fait artistique, on va dire. On pourrait croire le contraire, mais en fait, c'est l'opposé qui se passe. Sur Aubervilliers, il y a beaucoup d'acteurs qui sont mondialement connus. Je pense à Abel Jaffry, qui a joué dans le film Timbuktu, par exemple. Je pense à Karim Belkedra, qui est aussi sur Aubervilliers. Voilà, il y en a plein d'autres. Sur la Courneuve, Sabrina Ouazani. Aussi, voilà, vous êtes dans le secteur. Exactement. Voilà, Saint-Denis, vous avez vraiment un... Donc, en fin de compte, tu étais prédestiné, non? Je ne sais pas si j'étais prédestinée, mais en tout cas, vivre en Seine-Saint-Denis, c'est très riche. On voit beaucoup de choses, donc ça inspire pas mal. Donc, je pense que quand on est dans le milieu artistique, il faut beaucoup d'inspiration. Donc, on a baigné dedans, donc c'est presque comme une évidence, on va dire, en tout cas pour moi, d'avoir poursuivi sur cette voie. Alors, d'abord travailleur social pendant plus de 15 ans. J'ai aussi enseigné les sciences sanitaires et sociales, aussi en Seine-Saint-Denis. J'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis aussi, auprès du Conseil général de Bobigny. Et puis, il y a 4 ans, en fait, l'histoire de mon frère, en fait, qui est atteint de schizophrénie, m'a poussée en fait, à vouloir parler en fait, de cette maladie qui est un peu taboue. Et j'ai voulu utiliser l'image plutôt que l'écriture pour essayer d'en parler en fait, au public, et notamment en fait, par le biais des réseaux sociaux qui touchent beaucoup de gens en fait. Tout le monde n'ouvre pas un livre. Je trouve que l'image aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est hyper bien puisque beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux et donc je trouvais que c'était facile avec les nouvelles technologies, donc je me suis lancée. Pas si facile que ça en vérité, mais possible. Possible, oui, parce que quelqu'un qui le regarde il va se dire facile. Vous vouliez faire du cinéma depuis toute jeune ou rien n'est impossible. Moi je dis rien n'est impossible en fait. Il suffit vraiment d'avoir une envie et de croire en soi et d'avoir cette confiance en soi pour aller jusqu'au bout en fait de ce projet. Ça aurait pu être un projet de peinture ou un projet de documentaire. Voilà, il faut vraiment... il ne faut pas trop réfléchir. Moi, je pense que si j'avais réfléchi au côté difficulté, le côté financier aussi, parce que j'ai autoproduit mes propres films, je pense que je n'aurais pas fait. Je pense que j'aurais pas fait. Non, si j'avais trop réfléchi, je n'aurais pas fait, en fait. Et dans la vie, il faut réfléchir juste ce qu'il faut. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit trop et qu'on calcule trop, on va se dire non, il y aura trop de dépenses, je ne suis pas sûre de ce que je fais, donc on ne va pas le faire. Donc voilà, plutôt que de changer ma voiture ou de refaire mon intérieur, j'ai utilisé mes économies pour faire des films. Voilà. Oui, c'est pas simple, parce que je sais que vous êtes aussi mère de famille. Donc, je suis mère de famille, c'est des privations voilà, pour les enfants dans vos choix, non? Exactement, en plus j'ai des jumeaux donc, qui sont maintenant étudiants donc à la faculté. Et c'est vrai que quand j'ai toujours cette anecdote, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à faire du film, donc mes enfants ils avaient 18 ans, et mon fils m'a dit, donc il a sa sœur jumelle, elle m'a dit mais tu t'arrêtes de travailler, mais comment on va faire pour vivre? Je dis, on verra bien. J'ai des économies, on verra bien. Et puis il a dit en riant à sa sœur jumelle, on aura tout vu. Un coup prof, un coup assistante sociale, un coup elle est partie vendre des bateaux à Abu Dhabi et maintenant elle fait du film. Donc ils n'y croyaient pas, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est riche aussi de transmettre ça à ses enfants. Il faut y aller, il ne faut pas trop calculer, il ne faut pas trop réfléchir, sinon on ne fait pas grand-chose. C'est vrai que ceux qui nous regardent pourront voir qu'il faut aller au bout de ses rêves. Il faut foncer.
faut foncer. Faut foncer. Et donc, il te dit un coup elle a fait ci, un coup elle a fait ça, mais tu es toujours resté un peu dans ce côté militant, ce côté social. C'est lié à quoi ça Ben, je suis travailleur social, donc déjà engagée. Après, moi, c'est vrai que très peu, quand on est issu d'une famille de 9 enfants, et en fait, moi, je suis au milieu de ma fratrie, et j'ai été l'écrivain public, en fait, de ma famille. Donc, c'est moi qui gérais les courriers qui venaient du Maroc, c'est moi qui gérais l'administratif, la sécurité sociale. À l'époque, on devait remplir, en fait, un document pour se faire rembourser, et ensuite aller à la sécurité sociale, etc. C'est moi qui accompagnais ma mère, c'est moi. Et donc, du coup, je m'intéressais, en fait, à toutes ces... T'es d'où, du Maroc? Mohamedia, donc à côté de Casablanca. Oui, le truc, donc voilà. Mais, et donc là, donc du coup, c'est toi qui as tout, qui gérait un petit peu la maison, quoi, non? Mais j'aimais bien ça. J'aimais bien prendre les rendez-vous. J'aimais bien accompagner ma mère chez l'assistante sociale. J'étais prédestinée à être assistante sociale, quoi. J'ai vu beaucoup les assistantes sociales autour de moi. J'ai vu aussi les maisons de quartier. J'ai vu aussi les associations d'intégration des familles étrangères aussi. Ma mère a appris à écrire grâce à une association dans le quartier. Donc du coup, il y avait un espace enfant, donc pour pouvoir faciliter justement l'accès à ces apprentissages. Donc les mères, en fait, immigrées, venaient avec leurs enfants. Il y avait une petite crèche à côté, donc on nous laissait à côté. Et on voyait en fait nos mères qui apprenaient soit la cuisine, soit apprendre à écrire, à lire. Voilà, donc j'ai baigné dans ce milieu. Et puis après, je me suis orientée en fait au niveau d'un bac sciences sanitaires et sociales presque naturellement. Et puis après, voilà, des études de travailleur social. Voilà. Et puis... À l'IRTS de Montrouge, comme tout le monde est passé par là. Voilà, non, mais c'est marrant parce que quand je t'écoute, j'ai vécu la même chose. Ma mère qui allait apprendre à la Lagrange à l'époque. Ça, mais beaucoup. Et voilà. Et après, on est devenus tous travailleurs sociaux, on est passé par là. Je ne sais pas si c'est un cheminement. On a baigné là-dedans. Et puis, on a envie aussi de donner. On a reçu, on a envie de donner aussi. Donc, et puis, on a envie de faire. On a aussi des idées. On a envie de mettre des choses en place. Donc nous, on a eu la chance d'avoir fait des études. Donc c'est la moindre des choses que de faire pour les autres. Alors, toi, tu as voulu faire du cinéma, donc des courts-métrages, après tout ça, mais toujours engagé, je trouve, parce que, par exemple, tu as fait le film, c'est Le Prénom Mohamed, c'est ça? Mohamed Le Prénom, oui. Ouais, Mohamed Le Prénom, pardon, parce que moi, je suis un peu... Mohamed Le Prénom. Ouais. Alors, pourquoi ce choix Alors, c'est un choix il y avait un appel sur Facebook, un appel à projet, juste après les caricatures du prophète Mohammed. Donc, il y avait un appel à projet pour les Mokhtar Awards, qui est un festival, en fait, autour du film musulman. Et donc, du coup, il y avait faire un film de 5 minutes qui aborde le thème du prophète, sans le montrer à l'image. Donc, du coup, c'est vrai que je m'étais dit, moi, j'ai envie de parler du prénom. Parce que ce prénom, pour moi, c'est le prénom du prophète, mais c'est aussi un prénom qu'on a eu du mal, en fait, à supporter pendant notre enfance. Je parle de mes frères et sœurs. Mon frère aîné s'appelle Mohamed. Dans le quartier où... Tous les aînés, en principe, s'appellent Mohamed, souvent. Exactement. Et c'était pas un prénom facile à porter déjà à l'époque, dans les années 70-80. Dans le quartier où j'habitais, donc en Seine-Saint-Denis, nous étions très peu de familles maghrébines. Il y avait beaucoup de familles immigrées espagnoles, portugaises, italiennes. Dans les écoles, donc on se retrouvait, il y avait beaucoup de Mohamed, et on nous chantait en fait cette chanson Mohamed Couscous, quand tu pètes, tu fais de la mousse. Voilà. Et donc du coup, c'était une chanson blessante. Et tu avais envie d'en parler? J'avais envie d'en parler parce qu'avec cette chanson, on nous a appelé la famille Couscous. Donc ça, on l'a porté pendant de très nombreuses années dans le quartier, famille Couscous. Et quand on est une enfant de 8 ans et quand on passe et quand on dit tiens, il y a une des filles de la famille Couscous, bah, ça fait mal. Donc du coup, je m'étais dit, allez, je vais en parler, je vais l'utiliser, je vais le mettre dans ce projet, allez, je vais le faire. Et puis je l'ai fait, voilà. Et d'ailleurs, Aubervilliers, qui a été une ville d'immigration très forte, ça a commencé par les Italiens avec une forte communauté. D'ailleurs, j'avais beaucoup de copains italiens. Allez, comme Jacques Salvatore qui était maire de truc, qui est décédé, Jacques paix à son âme, qui était un ami. Et puis aujourd'hui Myriam qui est maire d'Aubervilliers, parce que c'est quand même une des grosses villes où la mer est d'origine contrôlée, comme on dit dans le jargon. Mais c'est vrai que c'est une ville très riche, Aubervilliers, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de brassages. Et d'ailleurs, beaucoup de... Moi, ça me touche parce que beaucoup de Berbères, notamment de Kabyles, de la région de Béjaïa, de Bouzguen, tout ça, sur la ville. Donc voilà, on est tous à ces petits repères. Alors, on va regarder un extrait de Mohamed Couscous, Mohamed Le Prénom. Mohamed Le Prénom, pas Mohamed Couscous. Je sais, mais je plaisante, c'est parce qu'on est quand même... Et en plus, on est en plein... Je me suis dit, parler de couscous...
Alors qu'en plein Ramadan, Ramadan. les gens nous regardent là, il va être, quand l'émission sera finie, il sera 21h32, 33, et ils seront peut-être à 10 minutes ou 15 minutes de la rupture du jeûne, parce que je sais plus en minutes, c'est comme on prend une minute tous les jours ou deux. Ouais. Donc voilà, je voudrais pas leur donner faim, excusez-nous, un bon mais couscous, on va regarder Mohamed le prénom. Avec plaisir. Alors tout de suite un extrait, envoyez ça en régie. Merci. Mohamed, qui se fout là tout seul. Il place des bombes comme ses frères, hein. C'est ça? Bah, passons tes billes. Passons tes billes, je t'ai dit. Charlotte, tu veux lesquelles? Moi j'aime bien les galaxies. Et toi, Samia? Alors moi je sais chinoise. Tu vois lesquelles? Ils sont pour moi. Ramasse. Bah vas-y ramasse. Espèce de chachonne. C'est baby. Il a raison, mon père. Mohamed, pousse, pousse. Quand il pleut, tu fais de la mousse. On l'emmène à l'hôpital. L'hôpital, il est fermé. Mohamed, il va crever. Bonjour madame. Allez-y. Bonjour. Salle d'attente s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Monsieur Tang, Christophe, suivez-moi. Je suis tout seul aujourd'hui? Non, vous êtes deux. Monsieur Ben, Monsieur Mohamed. Oula, oula, oula. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Ben Abdel Moumen. C'est moi, monsieur. Je pense que votre dossier est complet aujourd'hui. Normalement, oui. Il ne manquait que les résultats du test de français. Les voilà. Félicitations, Mohamed. Écoutez, cher monsieur, cela fait 30 ans que je vis en France. Si je ne maîtrisais pas la langue de Molière, je ne serais pas là. Bon, ça va. En demandant la nationalité française, vous savez que vous avez la possibilité de changer de prénom? Vous avez choisi des prénoms? Pierre, Paul. Jacques, Pierre-Paul Jacques, le groupe de musique français, là, vous connaissez? Pierre-Paul Jacques. Ça suffit! Donc on vient de voir un extrait de Mohamed le prénom, enfin pas de Pierre-Paul Jacques. Ça m'a beaucoup fait sourire parce que ça m'a rappelé une anecdote d'ailleurs, avant que tu nous expliques pourquoi. Quand j'étais directeur d'une structure, je dis pas où parce qu'il ne faut pas assumer, une des secrétaires voulait convoquer et la famille, elle m'a dit, mais elle vient voir en me disant, mais je sais pas si les parents parlent français. C'est toujours les mêmes préjugés que des fois involontaires, souvent c'est de l'inconscient. Alors, explique-nous, Malika, un peu cet extrait. C'est pourquoi? Parce que c'était assez... Puis c'est drôle d'ailleurs à la fin, mais c'est traité avec un peu d'autodérision. L'extrait de la préfecture. Parce qu'en fait, moi, mes parents, quand ils sont arrivés à la retraite, ils ont toujours eu la nationalité marocaine. Et puis, au moment de la retraite, pour des raisons administratives et pour se faciliter en fait les déplacements entre la France et le Maroc, ils ont voulu en fait demander donc leur nationalité. Et il y avait en fait 2 gros dossiers à constituer. Et ces dossiers, ils étaient énormes à constituer. Donc, je les ai gérés puisque je suis l'écrivain public de la famille depuis toujours. Ça en avait noté. Hein, et du coup, j'ai tout bien rangé. D'ailleurs, tous les gens qui voudraient avoir des dossiers ou qui ont des soucis d'écriture, je vous donnerai les coordonnées de Malika Zaï et vous pourrez la contacter, elle fera ça très très bien. Et donc du coup, il y avait les rendez-vous et on ne pouvait pas les accompagner pour les rendez-vous, donc je les ai un peu briefés. Donc les dossiers étaient tout rangés, sous chemise, les étiquettes, il manquait absolument rien. D'ailleurs, quand ils ont été reçus, ils ont été félicités par ces dossiers qui étaient très bien rangés et triés. Et je leur ai surtout dit, en fait, faites attention
à l'entretien, on va vous soumettre en fait la possibilité de changer votre prénom. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une proposition. Donc du coup, comme le dossier en fait de naturalisation a duré au moins 4 ou 5 ans, c'était à chaque fois il manquait une pièce, à chaque fois il fallait y aller, à chaque fois le rendez-vous était reporté. Donc il y avait 4 ou 5 ans, il y avait des rendez-vous, encore un autre rendez-vous. Donc ça fatigue. Donc du coup, quand je leur ai dit peut-être que ils vont vous demander en fait, ils vont vous soumettre cette possibilité de changer de prénom, surtout n'acceptez pas. Ça ne va pas conditionner l'octroi de la naturalisation. Donc ils ont eu peur et ils m'ont dit mais moi je veux garder mon prénom. J'aurais dit bah oui, vous Ils dites. s'appellent comment tes parents Asna et Larbi. Et ils sont toujours. Et ils s'appellent toujours Asna et Larbi. Ils sont toujours en vie, c'est ça pour Oui, ça. Ouais. ils sont Il faudrait que je fasse toujours là. parce que des fois, les rois moi, le roi de la gaffe, c'est moi. Voilà. Et donc, écoutez, monsieur et madame Zahiri, Asna et Larbi, si vous nous voyez, on vous salue et on pense à Merci vous. beaucoup, ouais, c'est très gentil. Donc du coup, voilà, c'était pour faire un clin d'œil et aussi parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes en fait qui ont en fait opté pour ce prénom français, qui se sont francisés. Qui ont francisé leur prénom, au niveau de leur demande de naturalisation. Et je trouve que c'est un choix c'est un choix qui n'est pas pertinent pour moi, parce que s'appeler Pierre, David, et quand on a une physionomie d'un maghrébin, je trouve que ça ne va pas avec. Donc du coup, et puis c'est aussi, nos parents nous ont donné un prénom, il faut le garder, quoi. Peu importe s'il y a une condition de naturalisation ou pas, nos parents nous ont mis au monde, nous ont donné un prénom, il faut le garder, quoi. C'est pas quelque chose qui se brade, qui s'échange. Donc voilà. Donc du coup, il était question, c'est vrai, au niveau de la loi en fait concernant la nationalité, justement de l'imposer, et donc ça a été retiré, donc c'est proposé. Moi je conseille à tout le monde de garder son prénom en fait. On peut s'appeler Mohamed et être français, voilà. En gros, c'était le message que je voulais laisser passer à travers ce film. Et moi je vois bien d'ailleurs dans le truc, puisque alors c'est vrai que le prénom Asna, Larbi, c'est des prénoms plus. Larbi c'est un vieux prénom, mais Asna, il y a beaucoup d'Asna aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a une qui va croire que c'est pour elle, parce que Belle Doujda, elle est manquée. Asna de Créteil, c'est pas toi dont on parle, pas de toi, tu comptes pas. Parce que, c'est des jolis prénoms en même temps. Donc... Oui, sauf pour celle de Créteil. Ah bon? Je plaisante, c'est pour la taquiner. Généralement, elles sont belles, les Asna. Non. Et donc, c'est vrai que les gens souvent ont tendance à laisser, quand on est effectivement d'une autre génération, à se laisser intimider sur les changements. Parce qu'il y a de la pression aussi, quand on a 5 ans, 10 ans pour avoir une naturalisation et qu'on arrive au but, et que les dernières questions, c'est on vous propose, vous pouvez choisir un prénom parmi ceux-ci. On peut penser que c'est une question piège, que c'est juste pour essayer de piéger la personne. Donc il y a certaines personnes qui ne préfèrent pas prendre de risques. Ils se sont dit avec tout ce parcours, juste si c'est une question de prénom, voilà. Donc du coup, il y en a qui optent. Il y en a qui optent pour... Et donc là, nous, on a bien vu effectivement donc, dans cet extrait que tu aussi, tu tournes en dérision aussi la façon de parler dans la préfecture, où là, on se demande à qui il parle. Quoi. Des fois, on avait vu des textes, quand ils ont changé les textes justement pour les naturalisations, quand ils parlaient des gens, on se demandait qui était le public dont ils parlaient. Quoi. Parce que les gens qui vivent en France parlent le français. Quoi, et parlent même très bien le français. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, quand on demande la naturalisation, il faut savoir maîtriser la langue française, il faut savoir écrire, compter, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est une caricature, mais souvent, en fait, on demande des tests de français, donc il y a des associations qui font passer ces tests, et j'en ai vu beaucoup, j'ai fait mes recherches aussi sur Internet, et c'est vrai que souvent, quand les personnes qui se présentent à ces tests ne sont pas francophones, on leur parle un petit peu comme si c'était des gogoles, quoi, donc du coup, ils accentuent comme ça, donc j'ai essayé de le remettre là à l'image avec... Donc là, effectivement, le fameux Mohamed lui remet à la figure qu'il est plus français que lui, quoi, au niveau de la langue. Mais parce que ce que tu disais, maîtriser la langue, tout ça, il y a des fois des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de maîtriser, parce que je suis pas sûr que des gens qui sont là depuis X générations, j'en connais qui ne maîtrisent pas bien la langue française. Oui, mais c'était juste un jeu c'était pour lui faire... J'ai trouvé ça, c'est pour ça que je dis, je soulève ça en disant, il y a des fois des textes de loi qui sont parfois ridicules, quoi. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Il y a un acteur justement qui
qui est hyper connu en France, qui tourne dans de grosses séries françaises. Et il a fait une demande de naturalisation, on lui a refusé, alors qu'il est acteur, scénariste, il vient de sortir un livre. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça a fait un petit peu le buzz ces dernières années. Il n'a toujours pas la nationalité française. Non mais c'est drôle quand Parce même. qu'il a- Et là, on l'a vu avec le Malien qui sauve un enfant, un jetant mal, et lui, il y a cette espèce de société où on aurait des gens qui seraient méritants et d'autres qui le seraient moins, alors que hier, je suis sûr qu'il était pourchassé, quoi. C'est ça qui est drôle. Slimane Dazi, dont je parlais, il est acteur, il a joué dans de très nombreuses séries, dans très nombreux films, il maîtrise très très bien la langue française, et du coup, de par un dossier qui ne passe pas, on lui demande, comme il n'a pas les diplômes, on lui demande d'aller passer des tests de français, alors que c'est un acteur connu, il joue, il écrit. C'est énorme. Ça Non, mais fait- on voit bien quand même que dans cette société, ça va plus, qu'on est vraiment dans la peur de l'autre, dans le rejet. C'est Et très, d'ailleurs, comment dirais-je, très, très scolaire, il faut respecter les cases. Voilà, l'administration en France, c'est un peu particulier, hein, quand même, c'est pas facile. ben oui. Et dans le même état d'esprit, justement, quand on parlait de gens qui pourchassent les migrants, etc., on va regarder aussi un autre court-métrage, parce que c'est vraiment très engagé, qui est Assia. D'ailleurs, j'invite les gens à essayer de te suivre, Malika Zahir, parce que c'est vrai que tu fais quand même des courts-métrages très engagés, tu donnes à voir des choses qui soulèvent débat et questions, et ça, c'est important que le cinéma aussi soit engagé, parce que le cinéma, c'est aussi le reflet d'une société, non ? Exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord. On peut regarder l'extrait si vous voulez. On va regarder l'extrait d'Assia. Alors, en régie, envoyez-nous l'extrait d'Assia, et après, Malika nous commentera ça directement. Merci. Allez, on continue dans le calme. Qui d'autre? Simon? Allez-y, Simon. Doucement, doucement. Respectez vos camarades, s'il vous plaît. Non, monsieur, moi je le fais pas. Voilà. Vous êtes fiers de vous. C'est comme ça que vous conduisez avec vos camarades. Qu'est-ce qu'on étudie? Le vivre ensemble. Allez, suivant. Assia, s'il vous plaît, à vous. Allez-y. Allez, maintenant c'est pour nous, allez, c'est bon. Maintenant on fait des points, allez, allez, allez. Le premier qui verra aura une tapette. Pardon. Assia, où vous allez? Revenez ici, Assia. Assia. Ne bougez pas. Vous restez là, vous restez à vos places. Venez, 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 venez. Restez ici. En ce moment, sur l'agglomération parisienne. Pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. Nous devons aussi
appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Alors Manika, on vient de voir un extrait quand même qui est assez violent. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais démontrer parce que suite effectivement à ces attentats, tu as voulu en parler Alors oui, moi j'ai été spectatrice comme beaucoup en fait de témoignages, de vidéos sur le net, des limites de l'état d'urgence. Donc c'est vrai qu'après les attentats de novembre 2015, de très nombreux musulmans convertis à l'islam se sont vus en fait casser les portes de chez eux, les portes de leur restaurant, suite à des signalisations donc, sur le site de signalisation stopjihadistes.com. Donc du coup il y a eu beaucoup d'injustices, beaucoup de victimes en fait, une personne qui n'y était pour rien et qui se sont vues casser leurs portes. Et c'est souvent en fait des familles, donc il y avait des enfants aussi, et donc j'ai trouvé que c'était violent en fait. On part sur, l'État partait sur l'idée de prévenir les attentats, donc prévenir le terrorisme et la violence, et je trouve que casser une porte alors qu'on n'a rien fait et s'immiscer dans la vie de quelqu'un en pleine nuit alors qu'il y a des enfants, je trouve que c'est tout aussi violent. Donc du coup, j'ai voulu en parler et effectivement, j'ai un ami autour de moi qui a été victime de ces perquisitions parce qu'il était converti à l'islam depuis 20 ans et qu'au niveau de son travail, il a été dénoncé par une de ses collègues qui voulait récupérer son poste de travail. Voilà. Donc il avait un poste à responsabilité et donc elle l'a dénoncé sur le site en question. Et donc du coup, il a été perquisitionné puis il a perdu son travail. Voilà. Donc j'ai voulu en parler. Ah oui, il a perdu son travail, c'était jusque-là quand même, parce que c'est bien d'en parler, parce que souvent les gens pensent que c'était qu'on ne dénonce que les gens qui se sont radicalisés, alors que c'est infime, même s'il faut les poursuivre, il faut être vigilant, mais on a à mon avis, dans ce qu'on voit, on a bien mis en place une stigmatisation des musulmans en France. Sur 4300 perquisitions réalisées, il y a 0,15% en fait, des perquisitions qui ont mené à un début d'enquête. Seulement un début d'enquête. Donc c'est dire que... 0,15% qui ont mené à un début d'enquête. C'est important de le dire parce que les gens qui nous regardent aussi vivent ces injustices et les dénoncent, puisque nous sommes quand même aussi engagés. C'est Café Moi est une mission de gens qui sont engagés. Et c'est vrai que c'est incroyable que 0,15% seulement des dénonciations ont ouvert un début d'enquête. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas, même sur les 0,15, il n'y avait peut-être pas matière à faire quoi que ce soit. Exactement. Donc ça montre bien quand on est dans une espèce de parano ou de stigmatisation, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on le voit, on est en période de Ramadan, on voit bien sur les musulmans, c'est haro sur les musulmans, non ? C'est le problème de l'état d'urgence, quoi. L'état d'urgence, il n'y a pas de contrôle judiciaire, donc du coup on casse et on regarde après ce qui se passe, si c'est bon, s'il y avait quelque chose, s'il y avait matière ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je trouve que l'état d'urgence c'est une mesure de protection, mais c'est une mesure qui doit être quand même encadrée, parce qu'il y a des dérives. Donc, voilà. C'est pour ça que les gens d'ailleurs ont dénoncé, parce que on n'est pas pour la sécurité, il faut aussi ne pas brader ses libertés. Parce que là, c'est aussi, c'est là où c'est le débat sur l'état d'urgence, c'est-à-dire que certains voudraient brader nos libertés
sous prétexte de plus de sécurité. Alors qu'on regarde, en fait, à l'arrivée, on brade nos libertés, mais on n'a pas plus de sécurité, on a encore beaucoup plus d'injustice, non? Oui, et puis il y a des dérives. On retourne aux époques où on pouvait les gens dénonçaient son voisin pour rien, juste parce qu'il était de couleur ou parce qu'il était de confession. Sur le régime de Vichy, d'ailleurs, les Français, c'était un sport national, la dénonciation. Hein. Donc du coup, moi, l'ami en question, voilà, il est victime, voilà, et sa collègue voulait récupérer son poste. Il y avait de la peur aussi, donc voilà. Et elle a dénoncé, donc voilà, et tout est parti de là. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que les gens peuvent les retrouver sur les liens. Alors ils ont une vie en festival, donc pour l'instant ils tournent en festival, donc là je vous ai accordé quelques images, mais tant qu'ils ont leur vie en festival, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors donc on va attendre de les avoir, peut-être de les diffuser, parce que on va regarder. Voilà. Par contre on peut suivre Malika Zahiri, donc, parce que tu es aussi comédienne je crois. Hein. Oui, j'ai des petits rôles comme ça pour m'amuser. Voilà, et il y a un film là qui va sortir bientôt. Oui, le film d'Harry Roselmack, voilà, Fracture. Où tu as un rôle un peu plus important. Oui, effectivement, c'est un rôle d'une mère battue, une femme battue, en fait, voilà. Donc, je reste toujours dans l'engagement. Donc là, c'est une mère battue, une femme maghrébine battue. Voilà, on a tourné en Bulgarie avec Harry Roselmack, c'était sympa. C'est un peu cliché, les femmes maghrébines battues, non? Non, c'était pas cliché. Là, c'était voilà, ça parlait de différentes fractures de la société, dont cette fracture-là de femmes battues qui est une réalité. Voilà, donc c'est bien de le préciser, mais c'est pas parce que les maghrébines que les femmes battues, c'est bien de le dire. Femmes battues en général. Voilà, femmes battues en général, mais c'est bien de le dire. Non, mais parce que souvent on nous rajoute du stigmate au stigmate. Oui, non. Là, en tout cas, moi je te souhaite une longue carrière. Merci beaucoup. Parce que c'est agréable d'avoir une cinéaste engagée, qui parle y compris de sujets qui fâchent, hein, le prénom Mohamed, à l'histoire d'Asia, donc de cette société de plus en plus violente. D'ailleurs dans le film on voit aussi, il y a d'autres extraits qu'on a regardés, mais qui montrent aussi cette histoire du vivre ensemble, etc., qui est là-dessus. En tous les cas, on peut suivre Malika Zahiri, c'est gentil. Et je sais que tu viens d'avoir, je crois, ta carte de... Ma carte professionnelle de réalisatrice marocaine, donc je suis assez contente, puisque pas encore soutenue par la France, donc j'ai la chance d'avoir cette double nationalité, donc je me suis adressée au Maroc qui m'a accueilli les bras grands ouverts et qui a reconnu donc mon travail et mon courage, puisque j'ai autoproduit et réalisé donc 4 courts-métrages, dont un sur la schizophrénie dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui était mon premier film par rapport à l'histoire de mon frère, et aussi un autre qui parle de la prostitution des mineurs à Madagascar, dans le cadre d'un festival donc à Madagascar. Et celui-là on peut le retrouver sur... Celui-là il a fait 600 000 vues sur YouTube. Je pense que c'est vachement... bravo, hein, c'est toujours des très engagés. En tous les cas, et tu viendras quand tu veux, même en direct, nous parler un peu de la suite, qu'on te suive un peu. Au Maroc, j'espère, avec un projet de long métrage, voilà, sur un sujet tout aussi engagé, donc qui va aborder les thèmes des mères célibataires donc, au Maroc. Je vais essayer de traiter le sujet sous un point de vue en fait, de la souffrance et de la détresse, plutôt que d'un point de vue en fait, démonstratif qui n'a pas, pour moi, n'est pas objectif. En fait. Voilà. Et ben voilà, donc on a un peu débordé, mais voilà, c'est tellement intéressant, on a des choses à voir. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup, Akli, donc en tous les cas, nous on remercie Asna El Arbi de nous avoir donné Malika Zahiri comme cinéaste engagé. Et puis je vous souhaite un Sahaf Torkoum, hein, donc un bon repas à ceux qui pratiquent et à ceux qui ne pratiquent pas d'ailleurs, à tous ceux qui ont envie de partager un peu de convivialité, un peu de fraternité, un peu d'humanité. C'est aussi ça dans la religion, le ramadan, c'est aussi dans les cultures, il y a beaucoup d'humanité, c'est pas universel, et donc voilà, et Sahaf Torkoum, et on se retrouve lundi 18 avec un nouvel invité à 21h sur Beurre FM TV. Merci de votre fidélité, bonsoir à toutes et à tous, c'est Sahaf Torkoum. Merci, au revoir. Merci Akli. Merci à toi.